Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une sensation, je pense que tout le monde la connaît, ce sentiment un peu frustrant de fonctionner au ralenti. De ne pas être tout à fait à la hauteur de ce qu'on pourrait être en fait. Voilà, exactement. Le philosophe et psychologue William James avait une formule pour ça, il disait que la plupart du temps, nous sommes à moitié éveillés. C'est une idée qui interpelle, c'est vrai. Vivre en n'utilisant qu'une fraction de ses capacités. C'est précisément ce sujet qu'on va explorer aujourd'hui grâce à deux essais de William James tirés de son recueil On Vital Reserves. Oui, alors on a les énergies de l'homme et puis l'évangile de la relaxation. Deux titres qui semblent presque s'opposer, et c'est ça qui est intéressant. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi James pense qu'on a ces trésors d'énergie inexploités, et surtout, comment il propose de trouver les clés pour les libérer. C'est une exploration qui résonne particulièrement aujourd'hui, je trouve. On parle beaucoup de productivité, d'optimisation, Oui, tout le temps. mais lui, il y a plus d'un siècle, il posait déjà la question de fond, d'où vient notre énergie et comment la libérer, pas seulement pour faire plus, mais pour être plus. C'est ça. Et pour commencer, il part d'un phénomène que les sportifs connaissent bien, le fameux second souffle. Ah oui, Ce moment où on est complètement épuisé, on pense qu'on ne peut plus avancer, et puis, d'un coup, une nouvelle vague d'énergie arrive, on se sent presque mieux qu'au début. Pour lui, ce n'est pas juste un truc physiologique, c'est plus que ça. c'est bien plus que ça. Pour James, c'est la preuve, la métaphore parfaite de sa thèse. Il nous dit, en gros, cette première barrière de fatigue, ce n'est qu'une habitude. Une habitude. Oui, une sorte d'avertissement auquel on a appris à obéir. Mais ce n'est pas notre véritable limite. Derrière, il y a ce qu'il appelle des couches de réserve d'énergie. Une deuxième, une troisième, parfois même une quatrième vague. On vit donc protégé par des barrages, c'est son mot. Des barrages qu'on ne franchit presque jamais. Exactement. Il a une autre analogie que j'aime beaucoup, celle de l'équilibre nutritif. Il explique qu'un corps peut trouver son équilibre avec très peu ou beaucoup de nourriture. On ferait la même chose avec notre énergie. On s'habitue à un régime basse consommation. C'est tout à fait ça. On atteint ce qu'il appelle un équilibre d'efficacité et on s'y installe. Alors qu'on pourrait tout aussi bien trouver un nouvel équilibre à un niveau d'activité bien supérieur. Que ce soit physique, intellectuel. Ou même moral, oui. Mais le point qui est crucial chez lui, c'est qu'il ne parle pas que de quantité d'énergie. Il parle surtout de qualité. Ah, d'accord. Il y a une sorte de hiérarchie. L'énergie pour marcher, c'est une chose. Celle pour écrire, c'en est une autre. Et puis il y a penser, et au sommet, décider. C'est un travail intérieur qui ne brûle presque pas de calories, mais qui est le plus puissant. Le vrai défi, c'est d'accéder à ces niveaux d'énergie supérieurs. C'est ça. Bon. Alors si on admet qu'on a tous ces réservoirs cachés, ça amène la question. Comment on y accède au quotidien, sans devoir courir un marathon à chaque fois? Alors, il identifie trois grands déclencheurs. Les excitations, les idées et les efforts. Et pour les deux premiers, il utilise des exemples assez extrêmes pour nous montrer de quoi l'être humain est capable. Des situations exceptionnelles, donc. Il donne des exemples concrets dans ses textes. Oh oui, et ils sont vraiment saisissants. Il raconte par exemple l'histoire de ce mineur, Némi, après la catastrophe de Courrières en France. Ah oui, c'est une histoire incroyable. Une explosion, le noir total, le chaos. Némi se retrouve piégé sous terre avec 13 survivants. Et là, au lieu de paniquer, il se transforme. Il devient un leader. Un leader absolu. Il organise le groupe, il impose une discipline, il maintient le moral pendant 20 jours dans le noir complet, jusqu'à trouver une sortie. Et une fois dehors, il redevient un simple mineur, presque surpris de ce qu'il a fait. C'est comme si la situation avait activé un interrupteur chez lui, une version de lui-même qu'il ne connaissait pas. C'est exactement le phénomène qu'il décrit. Et il a un autre exemple, une lettre du colonel Bert Smith après le siège de Delhi. C'est fascinant. L'homme décrit son état physique, il est ravagé. Il a le scorbut, des blessures, il est malade. Oui, objectivement, il devrait être cloué au lit. Mais il écrit, et je cite de mémoire, « Je n'ai jamais été aussi lucide et déterminé de toute ma vie. » Il vivait de brandy, mais l'excitation, la responsabilité, le maintenaient dans un état de performance exceptionnelle. C'est ce que James appelle l'effet dynamogénique, c'est ça? Voilà. Une émotion, une responsabilité peut radicalement changer notre physiologie. Le corps ne répond plus aux mêmes règles. D'accord, on voit bien pour les situations de crise. Mais heureusement, notre quotidien est plus calme. James dit que les idées aussi peuvent être des déclencheurs. Comment une simple idée peut avoir le même effet qu'une situation extrême? C'est vraiment le cœur de sa psychologie. Pour lui, une idée n'est jamais simple.
Une idée à laquelle on adhère totalement devient un agent dynamogénique aussi puissant qu'une situation extrême. Comme les grandes idées collectives? Exactement. Il cite la patrie, la liberté, la science. Quand une personne s'empare d'une de ces idées, ça peut restructurer toute sa vie et lui donner accès à une énergie folle. Pensez aux scientifiques qui oublient de manger et de dormir parce qu'il est consumé par sa recherche. Son carburant, c'est l'idée. C'est ça. Et ça fonctionne aussi à un niveau plus personnel. J'étais frappé par l'anecdote du prince Pwekle Musco. Ah oui, avec sa parole d'honneur. C'est ça? Quand il décidait quelque chose de difficile, il se gonnait solennellement sa parole d'honneur à lui-même. Et une fois la formule prononcée, c'était fini. Il ne pouvait plus reculer. L'idée devenait une force presque extérieure. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle aujourd'hui un mécanisme d'engagement. Il sacralise l'intention. De la même manière, il analyse les conversions, qu'elles soient religieuses ou politiques. Le point commun étant que ça met fin au conflit intérieur. Précisément. L'esprit devient unifié, focalisé, et ça libère une énergie qui était gaspillée en doute et en hésitation. Il s'intéresse aussi aux mouvements de son époque, comme la New Thought, qui fonctionnait en remplaçant systématiquement les pensées de faiblesse, ce qu'il appelle la Fear Thought, la pensée de peur, par des suggestions de pouvoir. Mais alors, attendez, il y a quelque chose qui me semble paradoxal. D'un côté, il nous parle de situations extrêmes, d'idées qui nous consument, et de l'autre, son deuxième essai s'appelle « L'évangile de la relaxation ». Comment on fait le lien entre les deux? Ah, mais vous mettez le doigt sur le génie de sa pensée. C'est le point crucial. Il ne dit pas qu'il faut chercher des catastrophes pour être performant. Heureusement. Il dit que ces situations nous montrent notre potentiel. La question devient alors comment accéder à ce potentiel au quotidien, sans drame. Et sa réponse est totalement contre-intuitive. C'est-à-dire? La méthode, ce n'est pas plus de tension, plus d'efforts crispés, c'est tout le contraire. La crispation permanente nous coupe de nos réserves. Alors que le calme et la détente? Nous y donne accès. Et c'est là qu'il s'attaque à la culture américaine de son temps. Il est horrifié par ce qu'il voit. Cette agitation constante. Oui. Il cite un médecin écossais qui disait des Américains « Vous portez trop d'expression sur vos visages. Vous vivez comme une armée dont toutes les réserves sont engagées dans la bataille. » L'image est très forte. Très. Cette tension, ce front plissé. Pour James, ce n'est pas un signe d'efficacité, c'est du gaspillage d'énergie. Il déteste cet idéal de la foudre en bouteille, le bottled lightning. Et le plus fou, c'est son diagnostic. Il ne blâme pas la charge de travail. Pour lui, c'est juste une mauvaise habitude nationale, une contagion. C'est une idée très moderne de mimétisme social. On imite de mauvais modèles. Et la conséquence, pour lui, ce n'est pas le surmenage qui cause les breakdowns, les burn-outs, c'est la manière de travailler. C'est l'anxiété, le sentiment d'urgence. Voilà. Ce sont ces parasites qui nous vident. Le travailleur vraiment efficace, le maître dans son domaine, il est toujours calme et détendu dans l'action. Alors, la solution, c'est détendez-vous. C'est un peu simple, non? Comment on fait concrètement? Alors, il s'appuie sur sa fameuse théorie des émotions, la théorie de James Lange. En résumé, il inverse la causalité. On ne pleure pas parce qu'on est triste, on est triste parce qu'on pleure. D'accord. Donc l'action précède et influence le sentiment. Exactement. Et comme l'action est sous le contrôle de notre volonté, on peut s'en servir. Pour vous sentir joyeux, agissez comme si vous l'étiez déjà. Souriez, parlez d'une voix enjouée. Donc il suggère des choses très physiques. Relâchez consciemment les muscles du front, laissez tomber les épaules. Mais j'ai l'impression que la leçon va plus loin que ça. Il parle de déverrouiller la machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut cesser de s'observer et de se juger en permanence. C'est l'obsession de soi, l'anxiété de la performance qui crée une friction interne et qui bloque tout. Il faut apprendre à lâcher prise. L'exemple qu'il donne de l'étudiant qui prépare un examen est génial. Son conseil, c'est « La veille, lâche tes livres et dis-toi sincèrement, ça m'est égal de réussir ou non. » C'est complètement à l'opposé de la culture du hustle actuelle. Complètement. Il démolit cette culture avant même qu'elle n'existe. Attention, ce n'est pas de la paresse, c'est du détachement stratégique. Il faut séparer les deux temps, c'est ça. La planification et l'exécution. C'est ça. Au moment de planifier, l'ambition, l'inquiétude, c'est utile. Mais une fois l'action lancée, il faut se défaire de la responsabilité du résultat. Faire confiance au processus. Pensez aux sportifs de haut niveau qui parlent d'être dans la zone. Ils ne pensent pas à la médaille, ils sont juste dans le geste. C'est ça, déverrouiller la machine. Donc, pour résumer, la pensée de James, elle est en deux temps. D'abord, le constat.
on a des réserves d'énergie colossales et inexploitées. Oui. Et ensuite, la méthode pour y accéder, qui est paradoxale, ce n'est pas plus de tension, mais au contraire, une forme de relaxation et de lâcher-prise. C'est la synthèse parfaite. C'est une double invitation. D'abord, à croire en ce potentiel, ne pas accepter la première fatigue comme une limite, et ensuite, à cultiver un calme dans l'action. Pas par faiblesse, mais comme la condition de la vraie force. Ça laisse vraiment songeur, surtout dans notre monde actuel. Et c'est peut-être la pensée sur laquelle on peut conclure. James termine son essai en parlant de frère Laurent, un moine du XVIIe siècle. Celui qui trouvait une joie parfaite dans les tâches les plus banales. Exactement. Il faisait à vaisselle dans son monastère avec une sorte de sainte indifférence en se déchargeant de toute anxiété sur une puissance supérieure. La question pour nous, aujourd'hui dans notre monde qui valorise le contrôle permanent, serait peut-être: que pourrait-on gagner à réapprendre à déverrouiller notre machine et à cultiver, non pas l'indifférence, mais une forme de détachement serein dans l'action, une fois qu'on a fixé notre cap?